Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans un lieu chargé d'histoire de la ville de Lyon, l'actuel campus de l'Université catholique de Lyon, l'UCLI, mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph. Au programme génie architectural, mais aussi insalubrité, conditions de vie déplorables, exécutions, suicides, le tout dans un quartier anciennement réputé comme malfamé, les alentours de la gare Perrache. Bienvenue sur le bateau de l'histoire. Tout d'abord, faisons un petit point historique sur le quartier de Perrache. Celui-ci doit son nom à Michel-Antoine Perrache, qui décide en 1772 de rallonger le confluent. Le confluent s'arrêtait auparavant au quartier d'Ainay. Il faut comprendre qu'à l'époque, la zone de l'actuel Perrache jusqu'à l'actuel confluent s'était constituée de marécages. Il a donc fallu d'importants travaux de comblement et d'assainissement de ces terrains marécageux, et ce de 1809 à 1814. Le rallongement de la presqu'île était un projet très ambitieux, peut-être trop, étant donné que c'est la sœur de M. Perrache qui finit les travaux en 1840. Durant ce laps de temps, tout un quartier a été érigé. En effet, la première prison Saint-Joseph est bâtie en 1831, ainsi qu'une des premières gares de France et la gare historique de Lyon, la gare Perrache en 1855. Celle-ci va isoler le quartier et ses habitants du reste de la ville. Perrache Sud devient une enclave. Le quartier, alors composé d'ouvriers, d'artisans, de cheminots, se forge une identité populaire et industrielle, loin de la bourgeoisie d'Ainay, pourtant si proche. Ainay étant le quartier qui s'étend de la place Carnot jusqu'à la place Bellecour. Le quartier est alors surnommé le quartier derrière les voûtes, en référence au grand passage creusé sous la gare Perrache pour y accéder, que vous pouvez observer juste derrière moi. Le quartier est alors longtemps synonyme de secteur malfamé, est victime d'un déclin industriel dans les années 1970-1980. Il faudra attendre 1995 et le mandat de Raymond Barre pour que Perrache connaisse enfin une redynamisation, pour devenir le Perrache qu'on connaît aujourd'hui. Regroupant par exemple un grand nombre de boîtes de nuit, le musée des Confluences, le centre commercial des Confluences, mais aussi des tramways. Bref, un quartier dynamique. Maintenant que nous avons vu l'histoire de ce quartier, nous allons parler de la première prison à avoir été érigée à Perrache. La prison Saint-Joseph. Elle sort de terre dès 1831 et tous les prisonniers de la prison de Roanne y sont transférés. Les enfants et adultes se sont enfin séparés. L'architecture de ce complexe pénitentiaire en forme de peigne, on le doit à l'architecte Louis-Pierre Baltard, qui est aussi l'architecte du palais de justice de Lyon. Le nom de Saint-Joseph était déjà associé à la prison pour les Lyonnais. En effet, l'ancien couvent de la place Bellecour, qui a servi de prison politique pendant la Révolution française, et ce jusqu'en 1825, se nommait déjà Saint-Joseph. Mais en raison de l'exiguïté des locaux, la situation dans l'ancien couvent était déjà explosive. 8 ans après son ouverture, soit en 1839, le manque de place se liant à l'insalubrité se fait déjà ressentir au sein de la nouvelle prison Saint-Joseph. Les femmes dorment dans les couloirs ou même dans les cachots. On prévoit alors la construction d'une deuxième prison. La prison Saint-Joseph, qui était alors une prison de rédemption visant à soigner l'existence morale du détenu, passe à un modèle de répression avec la création de la maison d'arrêt Saint-Paul. Nous voilà donc devant la prison Saint-Paul. Ce pénitencier devait à la base se trouver dans le quartier de Saint-Paul, comme son nom l'indique, mais une forte opposition des Lyonnais poussa le conseil général et le préfet de Vaïs à la placer derrière les voûtes dans le nouveau quartier de Perrache. La nouvelle prison Saint-Paul est construite sous une forme panoptique, une architecture originale pour l'époque, qui signifie simplement une forme d'étoile. Elle possède donc 6 branches qui rayonnent toutes autour d'une rotonde centrale, elle-même surmontée d'une chapelle. La rotonde est alors le bâtiment administratif qui comprend à la fois les parloirs, les salles de surveillance. Mais surtout, elle permet une observation de la prison plus aisée pour les gardiens, qui devaient s'occuper des 550 détenus que le pénitencier pouvait accueillir. Les branches de cette prison possédaient chacune leur propre espace de promenade. Ainsi, les détenus ne côtoyaient pas les prisonniers des autres branches, et cela afin d'éviter
la contamination morale. La contamination morale étant un concept qui explique qu'un détenu ayant par exemple commis un délit ne doit pas côtoyer un détenu ayant commis un crime au risque que celui-ci dépeigne sur lui. Le choix d'une forme panoptique est à l'époque considéré comme une grande avancée pour les conditions de vie humaines et d'hygiène. Les détenus sont enfin séparés en différentes catégories en fonction de leur niveau de dangerosité, de leur âge ou de leur sexe. Ça permettait donc qu'un détenu adulte ne se retrouve pas avec un détenu mineur et exerce une domination sur lui grâce à sa plus grande force physique. En plus de cela, la forme panoptique faisait que les gardiens étaient logés dans la tour centrale, la rotonde, où on se trouve actuellement. Cela leur permettait d'observer les détenus sans que ceux-ci sachent s'ils étaient observés ou non. Ainsi, moins de gardiens étaient nécessaires pour assurer la sécurité de la prison. Et en plus de cela, les détenus, ne sachant pas s'ils étaient observés, régulaient inconsciemment leur comportement. La conception de l'espace est donc plus fonctionnelle. La prison à l'époque se voulait plus humaniste et hygiéniste, mais malgré toutes ses bonnes intentions, elle ne réussira pas à endiguer la surpopulation, mais ça, on y reviendra plus tard. Nous voilà maintenant à l'entrée principale de la prison, Cour Suchet. Vous pouvez observer juste ici 3 médaillons. Un glaive, représentant le crime perpétré, une balance et les tables de la loi, représentant la justice, et enfin un oiseau qui s'envole, représentant la liberté. Le message est clair, purgez votre peine et espérez une libération. Mais la Cour Suchet est surtout connue pour être la place des exécutions. En 1853, la guillotine qui était avant place Louis Pradel, en face de l'hôtel de ville, migre derrière les voûtes de Perrache. À cette époque, chaque exécution attirait environ 5000 personnes qui venaient voir la mort tel un spectacle. Les exécutions à Lyon sont un sujet très intéressant, de par le comportement des foules, la lutte entre les élites et les classes populaires, qui avaient des avis divergents sur ce sujet, la place de la femme lors de ces exécutions qui est bien particulière, mais cela fera l'objet d'un autre épisode du bateau de l'histoire. Mais bref, revenons à l'histoire de cette place et faisons un bond de presque un siècle dans le temps, afin de nous retrouver en pleine Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la France a perdu la guerre et est occupée par l'Allemagne nazie. À Lyon, la police politique nazie, la Gestapo, est dirigée par le tristement célèbre Klaus Barbie, aussi appelé le boucher de Lyon. Il est responsable de l'exécution du meurtre de plus de 4000 individus, ainsi que de la déportation de 7500 juifs. Parmi ces victimes, on compte notamment les 44 enfants des yeux, qui, pour 42 d'entre eux, verront leur vie s'éteindre à Auschwitz. Malgré l'occupation du Troisième Reich, les prisons comme la prison Saint-Paul ou Saint-Joseph restent sous la responsabilité de la France collaborationniste de Vichy. Mais cela ne fait pas grande différence quant au sort réservé aux résistants arrêtés. C'est donc dans ce contexte que la prison Saint-Paul et la Cour Suchet virent couler en leur sein le sang de nombreux résistants. En effet, durant l'occupation, les exécutions de résistants étaient fréquentes ici. Ils étaient soit guillotinés, soit placés contre un mur avant d'être fusillés. Et tout cela sous initiative de la justice française. À noter cependant que la Gestapo effectuait aussi des exécutions sans procédure préalable. Mais au sein de ces prisons, les résistants sont loin d'être les seules victimes de la guerre. En effet, les prisonniers de la maison d'arrêt Saint-Paul et de la prison Saint-Joseph sont nullement épargnés. En 1940, la prison est déjà victime d'une grande récession d'eau et de nourriture, engendrant une famine au sein de Saint-Paul qui coûtera la vie à plusieurs détenus. Mais ces détenus virent leurs espoirs de survie anéantis lorsque le 29 juin 1944, soit 3 semaines après le débarquement en Normandie, 722 détenus, comptant parmi eux des enfants, sont déportés vers le camp d'extermination de Dachau. Pour quelle raison?
Au fil du temps, de nombreux résistants s'étaient retrouvés dans cette prison, et les Allemands ne voulaient pas prendre le risque de voir ces terroristes anti-nazis libérés alors même que le Troisième Reich était en difficulté. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. En effet, en 1944, des convois de familles juives sont amenés à la prison Saint-Joseph et prison Saint-Paul depuis la gare Perrache. Ils seront par la suite déportés au camp d'Auschwitz. A noter aussi que Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, finira sa vie au sein de la prison Saint-Joseph avant de décéder d'une tumeur à l'âge de 77 ans. Nous allons maintenant voir pour quelles raisons les prisons Saint-Paul et Saint-Joseph sont surnommées la marmite du diable. Faisons un second bond dans le temps et quittons le XXe siècle pour nous retrouver au début du XXIe siècle, juste avant la fermeture de ces prisons, en mai 2009. À cette époque, les conditions de vie et d'hygiène sont déplorables. Elles qui se voulaient pourtant hygiénistes, ça a échoué. Elles sont surpeuplées. On compte 660 détenus pour 320 places, 2 mineurs pour une cellule de 10 mètres carrés et 3 à 4 adultes pour une cellule de 9 mètres carrés. À noter que la température dans ces cellules descend autour des 10 degrés en hiver. En plus d'être petites, les cellules sont insalubres. Les WC sans cuvette est dissimulé par un simple drap sale. Et il n'y a aucune évacuation d'eau. Il était donc fréquent, quand un détenu lavait le sol de sa cellule, de voir de l'eau couler dans le couloir, créant derrière elle des moisissures dans une prison déjà totalement insalubre. Pour en rajouter, les détenus ont droit à 2 douches par semaine contre 3 minimum annoncés par le code pénal. Et ça, sans compter les douches d'après-sport. A noter que les douches sont aussi l'endroit le plus sale de la prison. Cafards, détritus, moisissures. La raison ? Le tuyau d'eau pour les nettoyer n'est pas assez long pour atteindre la totalité de la superficie de la pièce. Ce problème atteste bien du manque de moyens que possède la prison, mais aussi de la négligence de certains responsables. Et comme si cela ne suffisait pas, la prison est extrêmement bruyante. Les cellules étant dépourvues de sonnettes, pour appeler les gardiens, les détenus frappent aux portes métalliques à longueur de journée, créant un tintamarre incessant. Mais cette situation plus qu'alarmante touche aussi les gardiens. Leurs toilettes sont eux aussi dépourvues de cloisons, et la prison n'ayant pas d'ascenseur, ils sont contraints d'utiliser un monte-charge artisanal constitué d'une corde et d'un seau afin de se passer du matériel ou des papiers destinés aux prisonniers. Au sein de la prison, c'est la violence et la loi du silence qui prévaut. Il n'est pas rare que des prisonniers soient violemment agressés par leurs congénères. Et même si la prison possède un tribunal en son sein, une fois face au juge, qui est d'ailleurs le directeur de la prison, les agresseurs présumés nient systématiquement en bloc. Et les victimes demandent d'oublier cette histoire par peur de représailles. De plus, pour éviter les émeutes et limiter les violences, le personnel de la prison est contraint sous demande des détenus d'accepter une ghettoisation de la prison. Et ce, en séparant les prisonniers selon qu'ils soient d'origine européenne ou maghrébine. La maison d'arrêt Saint-Paul est aussi touchée par des problèmes de drogue, et les premiers concernés sont les mineurs. En effet, leurs murs d'enceinte donnent directement sur la rue et permettent aux dealers à l'extérieur de faire rentrer la cam en la lançant par-dessus le mur d'enceinte. Afin de se passer la drogue au sein de la prison, mais aussi toutes sortes d'objets, les détenus ont développé une technique, la technique du yo-yo. Une corde constituée de draps découpés avec un point en son bout sont lancés à travers les barreaux d'une fenêtre jusqu'à la fenêtre d'une autre cellule. Cette pratique n'est cependant pas unique aux prisons lyonnaises et est pratiquée dans la grande majorité des prisons. Mais la situation quelque peu particulière au sein de la maison d'arrêt Saint-Paul et de la prison Saint-Joseph faisait qu'elle était hautement répandue. Un trafic de drogue que l'administration ne se cache pas de cautionner. Oui, il y a un trafic de drogue, mais je ne pense pas que c'est la solution de stopper complètement ce trafic. Il contribue à l'équilibre de la prison, disait le directeur de la prison en 2009 au micro de France 2. Un prisonnier rajoute : s'il n'y avait pas de drogue, ça fait longtemps que la prison aurait explosé.
Dans cet environnement, les détenus ont souvent recours à de l'automutilation, témoignant du désespoir de ceux qui ne supportent pas l'enfermement dans la marmite du diable. Tout est bon pour se mutiler. Fourchette, coin de table. Et parfois, le drame se produit. En 2008, 7 détenus de moins de 20 ans se sont donné la mort, un taux bien supérieur à la moyenne française. Plus tard, on reconnaîtra que les méthodes de détention des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph étaient inefficaces. En effet, 2 tiers des anciens prisonniers repassaient un jour les portes de la maison d'arrêt. L'État a été condamné en 2010 à verser des indemnités à 2 anciens détenus de la prison Saint-Paul pour préjudice moral. La justice a retenu un manquement aux normes d'hygiène et de dignité prescrites en milieu carcéral définies par le Code pénal. Après sa fermeture, 436 détenus sont déplacés vers un nouveau centre de détention à Corba. C'est le plus grand transfert de l'histoire pénitentiaire française. En quelques mois, près de 900 détenus sont regroupés dans ce nouveau centre pénitentiaire. Un ancien détenu de Saint-Paul explique. Au début, on était content. Je suis passé d'une cellule de 9 mètres carrés avec 4 personnes à une cellule de 11 mètres carrés tout seul. Il y avait des douches en permanence et elles étaient propres. Mais au bout d'une semaine, on voulait tous rentrer à Perrache. Il y a paradoxalement une hausse du nombre de suicides la première année en raison des conditions d'isolement qui privaient les détenus des liens sociaux. Aujourd'hui, l'ancienne prison Saint-Paul est devenue le campus Saint-Paul de l'UCLI. Et comme le disait Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Cette édition du Bateau de l'Histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines éditions. C'était Théophile Di Elliott et je vous dis à très vite sur le Bateau de l'Histoire. Lyonzon, Je passe au tutu, prends la gamelle. Je passe au tabac, je prends mon camel. Je suis avec sa chum, fume la zamal. T'as ouvert ta bouche, maintenant t'as mal. Ici y'a des bibs et du doré à vendre. J'fume plus de go de mon âge dorénavant. Il colle sur nous et c'est bien ce qui me semble. Fait glisser 808 janvier à décembre. J'affiche des dos dans ma story, y'en a qui comptent que sur le mastering. Plus tard je veux faire des concerts, non je veux pas faire d'intérim. Dans le son y'a pas que les rimes, je te l'explique clairement. Ici c'est Lyon, ça pète, non c'est pas clair.